Chapitre 11. J'ai déjà expliqué en quoi Wagner n'appartient pas à l'histoire de la musique. Cependant, que signifie-t-il pour cette histoire? L'avènement du comédien dans la musique, un événement capital qui donne à penser et sans doute aussi à frémir. En résumé, Wagner et Liszt, jamais l'honnêteté des musiciens, leur authenticité, n'avaient été encore si dangereusement mis à l'épreuve. Rien de plus simple à comprendre, la grande réussite, le succès de masse ne tient plus à l'authenticité. Pour avoir du succès, il faut être comédien. Victor Hugo et Richard Wagner signifient une seule et même chose, que dans les cultures de la décadence, et surtout là où la décision revient aux masses, l'authenticité devient superflue, néfaste, séparatrice. Seul le comédien suscite encore une grande exaltation. C'est ainsi qu'advient l'âge d'or du comédien. Pour lui et pour tous ceux qui appartiennent à son espèce, Wagner marche au rythme des tambours et au son des fifres, à la tête de tous les artistes du discours, de la représentation, de la virtuosité. Il a d'abord convaincu les maîtres de chapelle, les machinistes et les chanteurs d'opéra. Sans oublier les musiciens d'orchestre, il les sauve de l'ennui. Le mouvement amorcé par Wagner se propage même dans le domaine de la connaissance. Toutes les sciences qui s'y rattachent émergent lentement depuis plusieurs siècles de scolastique. Pour prendre un exemple, je soulignerai avec insistance les bienfaits que Riemann a apportés à la rythmique, lui qui fut le premier à montrer l'importance du concept de ponctuation en musique. Malheureusement, au moyen d'une vieille expression, il l'appelle phrasé. Tous, et je dis cela avec reconnaissance, sont les meilleurs disciples de Wagner, les plus dignes d'attention. Ils ont tout bonnement le droit d'adorer Wagner. Le même instinct les lie les uns aux autres, ils voient en lui leur type le plus accompli. Ils se sentent eux-mêmes transformés en puissance, en grande puissance, depuis qu'il les a enflammés de sa propre incandescence. Si l'influence de Wagner fut jamais bénéfique, c'est bien sur ce point. On n'avait jamais tant pensé, voulu travailler dans ce cénacle. Wagner a insufflé une nouvelle conscience à tous les artistes. Ce qu'il exige d'eux-mêmes désormais, et ce qu'il en obtiennent, ils ne se l'étaient jamais imposé avant Wagner. Et ils étaient trop modestes pour cela. C'est un autre esprit qui règne au théâtre depuis que celui de Wagner y domine. On réclame ce qu'il y a de plus complexe, on tense sévèrement, on ne loue que rarement. Ce qui est bon, l'excellence, à force de loi. Le goût ne fait plus nécessité, même pas la voix. On ne peut chanter du Wagner qu'avec une voix cassée. C'est cela même qui produit l'effet dramatique. Même le talent est exclu. L'expressivo à tout prix, comme l'exige l'idéal wagnérien, l'idéal de la décadence qui s'accorde mal avec le talent. On n'y doit trouver que vertu, c'est-à-dire dressage, automatisme, sacrifice de soi. Ni goût, ni voix, ni talent, la scène wagnérienne requiert une seule et unique condition, les Allemands. Définition de l'allemand. Docilité et longues jambes. Il est d'ailleurs profondément significatif que l'avènement de Wagner soit contemporain de celui du Reich. Ces deux réalités indiquent une seule et même chose, docilité et longues jambes. Jamais on n'avait mieux entendu, jamais on n'avait mieux commandé. Les maîtres de chapelle wagnériennes en particulier font partie d'un siècle qui sera digne d'être nommé par la génération future avec une crainte respectueuse, l'âge classique de la guerre. Wagner s'entendait dans l'art de commander, il en était le grand maître. Il commandait par une inflexible volonté de soi, une constante discipline. Ce Wagner-là, qui fut sans doute, dans l'histoire de l'art, le plus grand exemple de violence faite à soi-même, même Alfieri, si proche de lui par ailleurs, est surpassé. Remarque d'un Turinois.